Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez brûlant, les discours de haine. On entend parler de forums déversoirs, de tensions en Tunisie autour de la liberté de la presse. Oui, avec une rhétorique parfois très violente, même au plus haut niveau. C'est ça. Alors on va essayer de décortiquer un peu tout ça. On a des sources variées, Nawat pour la Tunisie, une étude belge de média-animation, et puis des cas récents là sur TikTok, CNews. L'idée, c'est de comprendre les mécanismes, les responsabilités, et puis cette tension permanente entre liberté d'expression et besoin de protection. Exactement. Alors pour commencer, définir la haine, c'est déjà compliqué, non? Ben, oui, c'est le premier obstacle. L'étude belge le montre bien, il y a la définition légale, celle des chercheurs, celle des associations. C'est pas uniforme. Et en Europe, on n'a pas la même approche qu'aux États-Unis, j'imagine. Tout à fait. En Europe, on encadre plus la liberté d'expression. On interdit l'incitation à la haine. La Belgique a des lois spécifiques sur racisme, négationnisme, discrimination diverses. D'accord. Le mot-clé, c'est vraiment l'incitation à. C'est ça qui est visé par la loi. Et il y a cette nuance importante que l'étude soulève entre le discours qui stigmatise, qui est blessant, et l'incitation directe à la violence qui est illégale. La frontière est mince parfois. Elle est mince et c'est essentiel de faire la distinction. Et ça se manifeste différemment selon les contextes. Si on prend la Tunisie avec Nawat, Oui, on voit une instrumentalisation politique assez claire. À partie xénophobe, mais aussi, comme on disait, des mots très durs venant du présidentiel. Nuée de criquets, hyène. des termes qui, pour certains, peuvent vraiment mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Et Nawat, le média lui-même, est visé, accusé de trahison. On voit aussi l'utilisation des bonnes mœurs comme prétexte, ou même des discours anti-chiites à la télé. C'est inquiétant pour la presse. Hmm. Et en Belgique, l'étude décrit les commentaires en ligne comme un défouloir, un peu le café du commerce virtuel. C'est un peu ça. Souvent hors sujet, agressif, xénophobe. Les cibles, ce sont souvent les mêmes, hein. Minorités, migrants, personnel LGBTQ+. Ça fait écho au discours populiste ambiant. Avec des arguments récurrents, j'imagine. Oui, toujours les mêmes ficelles. Se poser en victime, on peut plus rien dire, utiliser son expérience perso comme une vérité générale, banaliser les insultes, faire des amalgames. On voit ça tous les jours malheureusement. Et les exemples récents, comme Théo de Secret Story sur TikTok ou l'accrochage sur CNews, Ça illustre parfaitement la viralité et la polarisation. Ça prend des proportions énormes, très vite, sur ces plateformes. et ça nous amène directement à la question de la responsabilité. Qui est responsable? Comment on gère ça? Les médias, les plateformes. Pour les médias classiques, il y a cette directive européenne e-commerce qui distingue l'éditeur de l'hébergeur. L'éditeur est responsable de A à Z, l'hébergeur, celui qui stocke les commentaires par exemple, beaucoup moins. Sauf s'il est au courant d'un contenu illégal et ne fait rien, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que la plupart optent pour la modération a posteriori, après publication. Ça limite leur responsabilité juridique directe. Mais vous disiez qu'il y a un flou juridique avec cet arrêt Delphi. Oui, il y a une tension. La directive protège plutôt l'hébergeur, mais la Cour européenne des droits de l'homme, avec l'arrêt Delphi, semble pousser vers plus de responsabilité, même pour l'hébergeur. D'accord, donc les stratégies varient. Complètement. Certaines rédactions ferment les commentaires sur les sujets sensibles, d'autres laissent tout ouvert. Les chartes d'utilisation, personne ne les lit, mais ça sert de parapluie légal. Et les géants comme Facebook, ils imposent un peu leurs règles, non? En grande partie, oui. Leurs outils de modération sont ce qu'ils sont. C'est forcément a posteriori. Les signalements sont parfois une usine à gaz. Les contenus sont souvent juste masqués. Et surtout, les médias sont dépendants des règles de Facebook qui sont basées sur le droit américain, plus souple sur la xénophobie, par exemple. Je vois. Certains externalisent même la modération, j'ai lu ça dans l'étude belge. Oui, à des boîtes spécialisées. Ça pose la question du désengagement des rédactions, peut-être. Et on boucle la boucle, on revient à cette tension fondamentale, liberté d'expression versus protection. C'est le cœur du problème. Le droit de ne pas être discriminé face à la liberté de dire des choses même choquantes. Deux visions s'affrontent. La pente fatale européenne, punir la haine pour éviter la violence, et la pente glissante américaine, attention à ne pas tout interdire et étouffer le débat. Et le rôle du journalisme dans tout ça, ce n'est pas juste laisser tout dire. Non, absolument pas. C'est sélectionner, vérifier, mettre en contexte, combattre les fake news. L'éducation aux médias est cruciale ici. La responsabilité est donc partagée finalement. On dirait bien. Les médias doivent être vigilants, éviter les stéréotypes. Et puis les utilisateurs aussi ont un rôle, hein. L'esprit critique, le signalement, une sorte de contrôle social citoyen.
En résumé, c'est un phénomène complexe, difficile à réguler, qui varie beaucoup selon les pays, les plateformes, et toujours ce dilemme entre liberté et protection. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour finir. Face à cette viralité de la haine et aux limites claires de la modération, qu'elle soit faite par des humains ou des algos, comment on fait pour construire un espace numérique plus sain? Un espace où on peut débattre sans sacrifier les libertés, mais aussi sans laisser les groupes vulnérables sans défense. Est-ce que la réponse est dans la techno, dans plus de lois ou surtout dans l'éducation? Vaste question. Merci pour cet éclairage.